Ouattara était au pays, il était en Côte d'Ivoire. Jusqu'en 2002, où là encore, ils ont tenté de l'assassiner et j'ai déjà expliqué les faits, où il a sauté la clôture. Ça, on était en 2002. Donc, de quoi tu parles quand tu viens dire que non, c'est parce qu'il y avait un mandat d'arrêt international contre lui que le président Gbagbo l'a autorisé à venir enterrer sa mère. C'est faux. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, son gouvernement a voulu attenter à sa vie. Il a quitté le pays. Il est parti en exil en 2002. Et après, quand il y a eu la mort de sa mère derrière lui, c'est là qu'il a voulu s'assurer de sa sécurité avant de venir enterrer sa mère. Point barre. Donc, ça n'a rien à voir avec un quelconque mandat d'arrêt dont tu parles en 1999. Non. C'est pourquoi je t'ai dit de préciser la date. Tu en allais divaguer ailleurs. Merci. Bon, il n'a pas divagué. RFI, l'embargo maritime a fait stopper tout net l'ensemble des flux de médicaments sur la destination Côte d'Ivoire depuis le 11 février 2020. Non, il faut même pas lire. Nous, on était à Abidjan. Nous, là, on a vécu la crise. Lui, il a lu la crise, c'est différent. Il ne sait pas de quoi il parle. Il était à Abidjan. Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait même pas de quoi il parle. Quelqu'un qui ne sait pas que quand on lance un mandat d'arrêt international, là, tant que le mandat n'est pas été retiré, là, le mandat reste en vigueur. Il ne sait même pas ça. Vous allez discuter avec lui, là. Quelqu'un qui ne sait pas que quand on lance un mandat d'arrêt international, le mandat était en vigueur, tant que l'État, mais c'est justement pour ça que je te dis que le président Laurent Gbagbo a été vraiment magnanime envers le président Ouattara. Parce que tu voulais raconter n'importe quoi en faisant croire. Regardez. Oh, tu n'es pas informé. Il n'est même pas informé. Bon, moi, en 2002, ils ont voulu l'assassiner, il est parti en exil. Ahmed, s'il te plaît, je vais faire ma motion au frère. Attends une minute. Va, tu dis quoi? Il veut faire ma motion à Vao. Hubin veut faire croire que c'est à cause du mandat d'arrêt que le président Ouattara est en exil. Je dis non. En 2002, le gouvernement Gbagbo a voulu l'assassiner. C'est ce qui a fait qu'il a échappé à la mort. Il est allé en exil. Point barre. Donc ça n'a rien à voir avec le mandat d'arrêt. Voilà, quand il finit de l'écouter là. Vraiment, si c'est ce genre de débatteur que le RHDP va nous apporter, mais franchement, on va se régaler. On va se régaler parce que ce monsieur n'a aucun argument. De quoi tu parles? Il n'est pas informé. Zokou, il ne faut pas te fatiguer à lui. Moi, j'ai préféré discuter avec Ahmed. Le monsieur, moi, franchement, au début, j'ai cru qu'il était informé. Mais je constate que le monsieur n'a aucune base historique, aucune base. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Quelqu'un qui ne sait pas que lorsqu'on lance un mandat d'arrêt international, là, tant que le mandat n'est pas retiré, il demeure en vigueur. Même si ça fait 10 ans, il ne sait pas ça. Il nous dit que parce que et que quelqu'un vient tout dissoudre. Quand il y a un coup d'État et que quelqu'un... Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a eu un coup d'État en 1999. Non. Regardez-moi des débatteurs qu'on nous envoie. Tout le monde, Hubert, va aussi vous plaît. Oui, pourquoi une motion? Notice, pardon, donne-moi 30 secondes pour répondre parce qu'il m'a répondu. Zokou, donne-moi 30 secondes. Donne-moi 30 secondes pour chuter. Zokou, non, je vais te laisser. Je vais te laisser. Je viens à toi. Evao, moi, c'est même pas une question en tant que telle parce que tu as dit que nos parents qui sont nés tous avant 1960 sont tous français. Donne-moi juste 30 secondes, s'il te plaît. J'ai fini, je finis. Hubert, attends, pardon. Ils sont tous nés français. Moi, c'est ce que je n'aime pas là. Notice, ne ferme pas mon micro comme ça, s'il te plaît. Nous montons sur le panel, il faut qu'on se respecte. Non, mais il ne faut pas fermer mon micro comme ça. Mais tu m'interpelles, tu ne fermes pas mon micro comme ça. Moi, je te dis franchement, tu ne fermes pas mon micro comme ça. Non. Non, mais tu ne fermes pas mon micro comme ça. Je suis en train de parler, tu ne fermes pas mon micro comme ça. Tu ne fermes pas mon micro comme ça, s'il te plaît. On ne ferme pas le micro, mais peut-être... Tu as fermé mon micro, j'ai eu la notification. J'ai eu la notification. Tu ne fermes pas mon micro comme ça, s'il te plaît. Voilà, moi je suis là, j'ai fermé mon micro ici pendant plus... Non, mais j'ai fermé mon micro ici pendant plus d'une heure. Pendant une heure, je n'ai pas parlé. Si je fais une motion, mais on ne ferme pas mon micro comme ça. Moi, je suis en train de te dire. Je comprends.
Je suis en train de demander 30 secondes à Zoku et puis elle fait mon micro. Je reçois une notification, le modérateur a fermé mon micro. Elle peut me demander simplement de Urbain, tais-toi et puis bon, on passe. Franchement, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout, franchement. Donc, c'est bon. Moi, mais c'est pas une question. Je vais pas être long. Je vais te redonner la parole. Tu vas compléter ta motion. Je suis en train de dire à Vao que. Vas-y, c'est bon. C'est bon. En 1 minute, Urbain va faire sa motion. Même pas 1 minute même. J'ai dit, Vao dit que nos parents qui sont nés avant 1960 étaient tous français d'origine. C'est une information qu'il nous donne et que je prends à mon compte parce que monsieur Archie Patrick, ces derniers temps, nous a fait croire que lui, Archie Patrick, est né avant 1960, avait un parent ivoirien et un parent français. Et qu'il s'était donc, on va dire, qu'il a renoncé à sa nationalité française pour être exclusivement ivoirien. Donc, Vao vient de nous dire que tous ceux qui sont nés avant 1960 étaient tous d'origine française. Voilà. Donc ça, c'est bien noté. La deuxième chose, c'est que, mais Vao, merci de nous avoir donné l'information que le corps de dame de la maman du président Ouattara avait été exhumé, non pas par des barbares, non pas par des gens qui voulaient déshonorer le corps, mais tu dis que le corps avait été exhumé pour aller faire une autopsie. Toi, ton problème, c'est que la permission n'aurait pas été demandée ou l'information n'avait pas été donnée à ses parents avant que le corps ne soit exhumé, mais que le corps a été bel et bien exhumé par des médecins légistes et qui sont venus pour une raison d'autopsie. C'est l'information que tu nous donnes. Et je voudrais que cela soit... Moi, je ne peux pas parler d'autopsie. J'ai dit clairement qu'ils ont exhumé son corps pour faire un prélèvement afin de faire un test ADN pour montrer c'est pas ça, ce n'est pas une autopsie. Une autopsie, c'est toute autre chose. Voilà, une autopsie, c'est toute autre chose. Mais au moins ici, il y a un test ADN qui doit être fait par des spécialistes, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ce n'est pas des bandits qui sont venus exhumer le corps pour le brandir comme un trophée ou bien... C'est ce qui rend plus grave, parce que c'est le gouvernement qui les a envoyés. Attendez, monsieur. C'est ce qui rend l'affaire plus grave. Attendez. J'ai dit, tu dis que ceux qui sont allés exhumer le corps, comme vous l'avez fait à Issia, vous avez cherché, André qui est fait, vous êtes allé déterrer, exhumer le corps d'un BT que vous avez envoyé en France. Jusque là, on attend le corps, il n'est pas encore revenu. Et vous ne l'avez pas dit où se trouve André qui est fait. Donc ici au moins, ce n'est pas un corps qui a été de façon comme ça déterré, mais ça a été fait pour qu'il y ait un prélèvement au fin d'un test d'ADN. C'est ce que tu dis. Donc, si c'est pour aller faire test d'ADN, ça veut dire que ce sont des spécialistes en la matière qui sont venus faire l'exhumation du corps. C'est ce que je veux préciser avec toi. Et merci pour l'information. Parce que bien longtemps, les gens du RADP nous ont rabâché les oreilles pour dire que son corps a été... ils ont joué avec le corps, ils ont exhumé le corps, ils ont baladé le corps ci et là. Or, toi, tu nous donnes une bonne information, mais de façon précise, que non, attention les gars, le corps a été exhumé pour aller faire un test ADN. Et ce test a été fait et le corps a été remis à sa place. Voilà ce que je dis. Et voilà ce que je voulais préciser. Regarde, merci. Urbain, tu peux voilà, comme c'était ça ta motion, je voulais juste souligner en une minute. Attends, Urbain va je voulais juste souligner en une minute que rien de tout cela a été fait dans la légalité. Et c'est la raison, rien de tout cela a été fait dans la légalité. Quand l'État veut exhumer un corps, on prévient les parents. Et puis c'est en présence des parents que ça se fait. Pour que tout cela se fasse. Et aussi, il faudrait que les parents donnent leur permission. Et on est en Afrique, ce sont des choses, on verse l'eau par terre, on fait des incantations ou bien on donne des paroles pour être sûr que, bien entendu, l'âme de la personne accepte tout ça. Bon, bref, ce sont des trucs, comment dirais-je, typiques à l'Afrique qu'on fait. Eux ne l'ont pas fait. Ils n'ont demandé la personne et la permission à personne. Et automatiquement, ils se sont mis à exhumer le corps pour soi-disant vouloir, bien entendu, comment dire, prouver le contraire des documents que le président Alassane Ouattara a donnés. Tu vois, rien de cela n'a été fait dans la légalité. Autant vous vous plaignez du fait qu'il y a des arrestations arbitraires en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre-là, on se plaint du fait que ils ont exhumé le corps de la bonne dame
sans même prévenir aucun membre de la famille et tout ça. Et bien entendu, il fallait encore que les mêmes membres de la famille puissent aller, comment dirais-je, redonner encore la dignité au corps de la pauvre dame. Voilà. Et donc, c'est là-dessus que je voulais souligner. Voilà. Donc, leur truc là, ça n'a porté aucun fruit, parce qu'ils ont constaté qu'effectivement, c'était la mère du président Ouattara et que tous ces documents qu'il avait donnés, c'était vrai. C'est pourquoi ils n'ont plus fait des sorties après. Voilà. Maintenant, vous pouvez utiliser ça vous-même à vos trucs, comment on appelle ça, politiquement comme vous voulez. Et que rien ne s'est fait dans la légalité. Hubert, vas-y. Non, bon, Clarisse, moi, je veux même pas aller loin, hein, c'est bon, mais bon, pour la clarté du débat, mais bon, j'ai dit que moi, je comprends que le monsieur, il n'est pas informé, voilà, parce que quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas eu d'embargo sur les médicaments, à quoi ça sert de débattre avec lui? Moi, je préfère débattre avec, franchement, hein, sans minimiser le frère, hein, avec Ahmed, parce que la politique ne veut pas dire qu'il faut nier les faits. Mais c'est dans votre capacité à argumenter et à développer pour convaincre. C'est ça. Mais le fait de nier des faits là ne les efface pas. Parce que c'est des faits qui ont existé, que les Ivoiriens ont vécu. Des milliers de personnes qui étaient en attente de transfusion, de malades des reins, n'ont pas pu avoir leur transfusion parce qu'effectivement, il y a eu cet embargo-là. Et venir sur un panel en 2025, nier cet embargo-là, pour moi, c'est grave. Ne pas savoir que lorsqu'il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé par un gouvernement, tant que ce gouvernement-là ne retire pas de façon formelle ce mandat-là, alors il est toujours de vigueur. Quand on ne le sait pas, moi je ne sais pas pourquoi on débat. En fait, c'est des petites choses, mais qui montrent en fait la pertinence des propos de celui avec qui on débat. Et je constate ici que le monsieur, il ne sait même pas de quoi il parle. Sans m'attaquer à sa personne, mais je me rends compte de la vacuité des propos et de ses arguments, en fait. Donc, je tire le constat et la conclusion de ce que le monsieur ne sait pas de quoi il parle. Voilà. Donc, il faut savoir à qui ça a profité, pour moi, il est clair. Dans son argumentaire, on comprend qu'effectivement, il essaie de nous mener au travers de girouettes, de gymnastiques intellectuelles pour essayer de démontrer que le président Ouattara n'est pas bénéficiaire. Mais c'est peine perdue. Parce que s'il n'est pas bénéficiaire, pourquoi Kone Zakaria est aujourd'hui à la tête de l'armée? Pourquoi Chérif Ousmane et les autres sont des préfets militaires sous chef d'état-major? Pourquoi la rébellion a disparu après le 11 septembre 2011? Pourquoi il donne 17 millions, 12 millions à des gens qui disent qu'ils lui doivent? Pourquoi? Donc bon, j'espère attendre Ahmed dans son propos, quoi, parce que bon, pour lui, je pense que c'est bon, il est KO. Là-dessus rapidement, comme il a fini. Concernant l'embargo sur les médicaments. Non, notice. Notice, tu peux arrêter le monsieur. Par exemple, je vais vous montrer. Notice, tu peux arrêter le monsieur là, s'il te plaît. Tu peux arrêter. Il va pas répondre à beaucoup de choses. Non. Non, vous ne pouvez pas dire. Non. Vous êtes 15 sur le panel. Tu peux arrêter le monsieur. Non, notice, c'est moi qui te le demande. Ça fait combien de temps que je suis là? C'est moi qui te le demande. Faut arrêter le monsieur. C'est un effet de l'embargo de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez arrêter? Est-ce que vous pouvez arrêter? Et moi, ce que je vous ai demandé ici, c'est de nous prouver que le président Ouattara a mis un embargo sur les médicaments. Notice, est-ce que tu peux arrêter de la nuit, c'est arrivé. Non, est-ce que tu peux arrêter le monsieur? On dit c'est un effet de l'embargo de l'Union européenne. Non, est-ce que tu peux arrêter le monsieur? C'est ce que je dis. On dit c'est un effet de l'embargo sur les ports ivoiriens. Est-ce que tu dois arrêter le monsieur? Vous n'avez pas voulu faire argument avec toi. De sérieuses difficultés. Non, on va pas débattre comme ça ici. Voilà. Oui, il n'est qu'à arrêter à un moment, il n'est qu'à arrêter. Voilà. Il a dit un truc, je vais répondre. Il n'est qu'à arrêter. Il n'est qu'à arrêter. Attends ton tour de parole. Merci. Vraiment. Attends, notice, j'ai demandé une motion, ça fait. J'ai demandé une motion. On s'en fout de ce que tu voulais dire. Il faut fermer ton micro. On s'en fout de ce que tu voulais dire. Et non, ce que tu voulais. Oh là là, le monsieur là, vraiment. Laissez les autres parler. Depuis la fois, Ahmed qui est là, il a dit RHDP. Ok, j'avais demandé. On ne parle après lui, Clarisse, s'il te plaît. Non, mais ferme ton micro, laisse Wahi faire ce qu'il a à faire, puis après tu vas ouvrir ton micro.
Ok, merci, camarade. Wai, ton micro, je voulais faire mon micro. Désolé, vas-y, Wai. Toi, tu as fermé le micro encore, attention à toi. Hein. Non, je ne m'occupe même pas du bien. C'est la dernière fois même qu'on est en communication, de toutes les façons. Vas-y, Wai. Ben bon, ce que je voulais dire, hein, je veux dire qu'on a compris depuis le début. Le monsieur, il sort d'un univers, hein, vous avez dit qu'il était artiste, manager et tout ça. Les communications politiques sont autre chose, ok? Tous, autant que nous sommes, même Clarisse a eu ses débuts sur Facebook et au fur et à mesure jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans les réalités politiques, on s'est forgé, on s'est formé et on est arrivé jusqu'à aujourd'hui. D'autres sont hommes politiques et au fur et à mesure. Mais dans les premiers propos, j'ai compris. Si je cause avec Ahmed aujourd'hui, qui est homme politique, qui se forge politiquement, que je cause avec Okora, mais il y a tout de suite la différence entre quelqu'un qui est artiste et qui vient aujourd'hui, il parle de sa foi. Quelqu'un qui vous dit, en Afrique, quand on exhume, on verse de l'eau, sinon ça fait de la malédiction et autres. Il n'est plus dans la politique. Il parle de sa foi. Et sur cette foi-là, vous allez tout dire. Regardez ses propos. Vous êtes tous contre moi seul. Il pense que le panel est constitué comment? Est constitué, il y a un groupe à part et il y a un groupe à côté. Donc, il regarde dans le groupe là qui est FDR. Il notice même pas que Ahmed est FDR. Il sait même pas qui est mari ou bien qui est maman. Peut-être ils sont FDR. Donc, lui, il nous voit nous tous contre lui seul. Gap est là, ça fait 3 heures, Gap parle pas. On l'écoute tous, mais il dit tout ce qui n'a pas de sens politique, n'a pas d'appui et de fondement politique. Comment vous voulez qu'on fasse un débat comme ça? Donc, il est dans un one-man show où vous êtes tous contre moi seul. Monsieur, c'est pas ça. C'est pourquoi il sent le besoin de répondre individuellement à chacun. Je suis PPACI, Urbain et COGEP, Clarisse et Société Civile. Donc, individuellement, on n'est pas tous contre quelqu'un. On est en train de décrypter à qui la rébellion a profité. Donc, on décrypte un sujet précis et après, on peut passer à un autre débat. Après, on va pas parler d'une même chose toute la vie. On peut passer à un autre débat. Mais quand il n'a pas compris, Ahmed vient de monter. Voilà, Ahmed, il vient de monter. Ahmed lui a dit, ah, bravo, tu les as montés les uns contre les autres. Non, c'est pas les uns. Et Ahmed sait que c'est pour enflammer le débat. Hein? Si on ne sait pas, moi, j'ai entendu dans sa prise de parole que Gbagbo Laurent a envoyé Ouattara en exil. Après, j'ai compris que c'est Bédier qui a envoyé Ouattara en exil. J'ai compris dans sa prise de parole que Gbagbo Laurent n'a pas fait rentrer Ouattara. Gbagbo Laurent Ouattara a juste demandé la sécurité de Gbagbo Laurent pour rentrer. Mais c'est la même chose. Gbagbo est chargé de la sécurité. Ouattara l'appelle, sécurise-moi pour que je rentre faire les funérailles de ma maman. Là où Gbagbo lui dit, il a perdu sa mère, il veut rentrer. Quand Gbagbo dépasse la CPI pour venir demander à Ouattara, je veux rentrer, mais justement, c'est parce qu'il peut avoir des prisonniers accompagnés. Et des prisonniers même qui vont venir enterrer leurs parents. Parce qu'il s'agit de mort, hein, il s'agit de vie. Peut-être que vous ne savez pas, comme quelqu'un qui est en exil, est-ce que vous savez que quand tu demandes l'exil quelque part, tu ne peux pas retourner dans ton pays jusqu'à ce que tu sois national du pays où tu es? Mais est-ce que vous savez que pour des cas de décès et autres, tu peux être autorisé par le Haut Commissariat des Nations Unies à rentrer, mais tu es protégé. C'est pourquoi il y a la Croix-Rouge et toutes ces organisations qui sont à côté. Mais ça sera difficile d'expliquer à quelqu'un qui vient de la musique et qui est dans la foi. Je veux dire, dans le tradit, whatever. C'est ça qui a maudit Gbagbo. Mais la malédiction de Gbagbo aurait pu le garder en prison, non? Il aurait pu être en prison à Villa, on sait qu'il est bien maudit, mais il est sorti, il est là. Donc, quel débat nous faisons pour être logique? Et je le dis toujours, nous ne faisons pas un débat pour nous. Il n'y a que 8 personnes sur un panel. Nous faisons un débat pour des milliers de personnes qui sont en bas. Quand ils nous écoutent, quand ils nous applaudissent, quand ils sont d'accord avec nous, c'est parce que nous décryptons un problème politique. Si c'est un problème de foi, de religion ou de coutume, on verse l'eau et puis on parle, la malédiction de la terre, ils vont même pas s'asseoir pour nous écouter. Parce que c'est pas ça. Il y a des panels pour ça. Et ce panel-là, faut pas descendre la qualité du panel de ma sœur. C'est un panel de haut niveau politique. Tu vas voir, il y a beaucoup de personnalités politiques qui montent. Si on traite un sujet, traitons-le correctement. C'est ce que je voulais dire, quoi. Quand on va arriver sur des sujets corrects, et puis chacun va certainement parler. Ahmed est monté, peut-être pour défendre le sujet en question. Merci, Notice. Ok, je peux répondre rapidement en 2 minutes, Clarisse. Tu n'es pas obligé de me répondre, c'était pas une motion à toi. Que je vais répondre. Tu as dit quoi de bon? Merci, Wai. Notice, passons à autre chose, là. Tu as dit quoi de bon? Je vais te répondre. Ahmed, s'il vous plaît. Tu n'as pas besoin d'être poli, hein. Tu as fait un truc, là. Donc, si tu veux être poli, là, Notice. Non, je voulais donner la parole à Notice.
Notice. Tu as fait un truc là, c'est rapide. Non, Notice, on va pas le laisser parler. Hein. On va pas le laisser continuer la Notice. Ici, tu as lu un article de RFI, Notice. Ouais. Tu es parti jusqu'au 2, tu as sauté le premier paragraphe, tu es parti sur le deuxième paragraphe. Non, en disant l'embargo maritime a fait stopper tout net. La version que j'ai, ça commence avec... C'est pas bien Notice, ça relève de la manipulation. On ne fait pas ça. Prends plutôt le début de l'article. L'article dit quoi? Côte d'Ivoire, approvisionnement en médicaments, victime de l'embargo. Ça, c'est le titre de RFI. L'article que toi-même tu as lu, hein, mais tu as sauté le premier paragraphe, tu as pris le deuxième. Mais qu'est-ce que tu il faut laisser les autres parler. Laisse Ahmed parler. Il faut arrêter maintenant, il y a plein de gens. Non, mais attends, on va éclaircir ça d'abord. Parce que vous faites quoi? Que c'est le président Ouattara qui a mis en barrage. On peut muter son micro, non? Quand tu débats sur les parents, elle a dit c'est qui ça, en fait? Attends, Notice. Non, madame, je vais vous donner... Laissez-moi au moins établir la vérité, puis Vraiment, vous fatiguez. Il y a quand même mon micro, hein. J'ai dit, notice qu'une seconde et puis la dame parle. Écoute, l'Union européenne, l'Union africaine, aucune organisation ne peut jamais mettre embargo sur un pays. Ils mettent l'embargo sur un pays quand il y a problème. Et l'embargo... Toi, tu l'embargo sur le pays. Donc vous me laissez lire l'article. L'embargo sur le pays est décrété. L'embargo sur le pays est décrété et demandé par quelqu'un, par une institution, par un organe. Clarisse, ce n'est pas sur le pays demandé l'embargo. C'est oh là là, merde. Mais il faut laisser les gens parler. Marie, c'est pas comme ça, en fait. Ça fait trop de personnes. Ok, non, mais si tu continues, moi je vais te faire descendre. Ok, je suis madame, allez-y. Arrêtez d'emmerder les gens. Les gens parlent les uns après les autres. Voyez en train d'éclairer que je peux écouter. Clarisse, je n'en disconviens pas, Clarisse. Mais le truc, c'est qu'il a déjà parlé. C'est moi qui devais parler maintenant. Vous m'avez empêché de lire l'article. Vous laissez faire le commentaire sur un article dont vous m'avez empêché de lire. Non, le débat ne tourne pas autour de vous deux. Il y a d'autres personnes qui sont là. Il y a un mec qui est monté, tout ça. Oui, on revient vers toi. Il y a d'autres personnes, on veut pas les faire attendre 45 minutes avant de parler, tu vois. Donc, attends, d'autres vont parler, puis on revient vers toi. Tu vas nous parler de ton article. Franchement, c'est fatigant. Donc, tu vois, quand tu viens sur panel de Clarisse, c'est tellement chaud, tu parles, mais garde ton mal en patience. Il y a Marie qui est là. Marie, vas-y. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bon, ça fait un moment que je suis là et j'ai écouté les uns et les autres. Mais moi, je voudrais revenir au sujet. Parce que j'ai vu des gens en train de s'entretirer. Les pro-Gbagbo, les pro-Ouattara, et les gens se lancent les pierres. Mais le sujet, qu'est-ce qu'il dit? Le sujet dit, à qui a profité la rébellion? À qui a profité la rébellion? Je vois des images. Je vois le président Laurent Gbagbo, je vois M. Alassane Ouattara, je vois M. Soro Guillaume et comme ça. Mais je ne vois pas le peuple. Je ne vois aucunement le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que la rébellion dit qu'elle est venue pour le peuple. On a entendu Alassane Ouattara aussi dire qu'il veut le pouvoir pour le peuple. On a également entendu Laurent Gbagbo dire que lui aussi, c'est pour le peuple. C'est-à-dire, tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire disent que ils veulent être président pour le peuple. Ils veulent travailler pour le peuple. Mais qu'est-ce que le peuple a gagné au cours de cette rébellion? Moi, c'est là que ma question, c'est ce qui m'intéresse. Est-ce que le peuple a gagné quelque chose? Est-ce que la rébellion a profité au peuple? Moi, je voudrais lever un carton rouge. Oui, un carton rouge contre tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire. Parce que ce comportement-là, ça a commencé depuis la mort du Houphouët-Boigny. Depuis la mort du Houphouët-Boigny, mais je ne vais pas retourner jusque là-bas. Mais je vais faire une petite analyse du parcours des événements. Comment les événements se sont déroulés jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, qui est presque la chute, pas la chute totale, mais presque, on se rend compte que tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire,
que ce soit M. Gbagbo Laurent, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit Soro Guillaume, que ce soit Anaki Kobena du MFA, que ce soit tous ces gars-là, ils se sont battus pour eux-mêmes, pour leur propre intérêt, parce que chacun veut être président. Mais où est le peuple dans tout ça? Le peuple, il est où? Le peuple, il est nulle part. On ne fait appel au peuple quand on a besoin de descendre dans la rue. Là, on fait appel au peuple. On vient formater le peuple. On vient chauffer le peuple à blanc. Et le peuple a l'impression que les gens se battent pour eux, alors que c'est faux. C'est faux. Quand tu prends les événements aujourd'hui, les événements, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, on ne voit que les hommes politiques de Côte d'Ivoire qui font des arrangements entre eux, où le peuple n'est jamais là. Hein. Je vais partir sur l'article 48. Quelqu'un en a parlé, l'article 48. Mais, avant d'arriver à l'article 48, mais quand tu es président de la République, quelle que soit la manière dont tu es venu, quand tu es président de la République, et qu'on te dit qu'il y a une rébellion qui se prépare, tu tues la rébellion dans l'œuf ou tu laisses la rébellion prospérer? Ça, c'est ma première question. Ensuite, quand la rébellion est là et que la rébellion tue, et que tu es président de la République, tu sais ce qui se passe parce que tu as un service il y a des services secrets. Donc, tu sais ce qui se passe. Tu sais mieux ce qui se passe que le peuple. Mais il faut protéger le peuple. On ne dira pas que non, la rébellion avait derrière elle la France. Oui. Mais quand la rébellion a derrière elle la France, il y a un gros morceau. Toi qui dois protéger le peuple. Parce que tu n'as plus le pouvoir pour le peuple. Hein? Toi qui dois protéger le peuple. Là. Qu'est-ce que tu t'en vas chercher qui est plus lourd pour protéger le peuple? C'est ça ma question. La suite qu'on a vue là, je vais passer, c'est-à-dire je vais arriver au procès. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais je vais arriver au procès. À la CPI, lors du procès du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, on s'est rendu compte là-bas, c'est là nous tous on a appris que il y avait un document que Fatou Bensouda avait trouvé à la résidence. Et que ce document-là était un document qui devait être signé par le président Laurent Gbagbo pour que la Russie vienne. Et le document n'a pas été signé. Bon. Quand on sait que c'est la France et qu'on a l'opportunité d'avoir un document, surtout que la Chine et la Russie, depuis l'ONU, déjà même commençaient à prendre, c'est-à-dire bloquer certaines résolutions contre la Côte d'Ivoire sans même qu'on les ait appelés, sans même que la Côte d'Ivoire les ait appelés. Mais quand c'est comme ça et que tu envoies un émissaire près de la Russie, qu'on t'envoie un document et que tu sais que tu es en face de la France, tu fais quoi? Et on nous dit que la Russie arrive. Donc les Ivoiriens sont à l'aise quand on dit la Russie arrive. Les Ivoiriens sont très à l'aise. Parce que là, ils se disent, parce que le peuple, lui, n'a jamais trahi. Hein. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a trahi aucun homme politique. La preuve, on est toujours dans la rue. On nous tue, mais on est là-bas. On nous blesse, mais on est là-bas. On ne gagne rien dedans. Hein. Mais on est toujours descendu. Et quand maintenant, tu as un document, tu signes le document pour que la Russie vienne aider, pour éviter les morts, ou alors tu gardes le document, tu ne le signes pas jusqu'à... On tue les gens jusqu'à toi-même, on vient te prendre, on te met en prison. Jusqu'à ça, la CPI, lors du procès, qu'on apprend qu'il y avait un document. En temps, la rumeur dit, la Russie arrive. Et le peuple même est sûr que, enfin, ils ont quelqu'un qui peut faire face à la France. Et on est massacré. Dans les villages, les massacres, les femmes enceintes éventrées, les pieds, les bras coupés, des bébés abandonnés dans la forêt.
On est livré à nous-mêmes. Carton rouge au président Laurent Gbagbo. Carton rouge au président Laurent Gbagbo. Je vais descendre parce que je ne vais pas aller loin. Maintenant, ceux qui veulent faire des motions, on peut continuer dedans. Mais quand on arrive maintenant à cette étape où nous sommes ici, actuellement en 2025, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo sort de prison là. Nous, on n'a pas encore bien vu la situation. Hein? Donc, on dit qu'on attend Laurent Gbagbo. Mais quand Laurent Gbagbo sort de prison, moi, je ne rentre pas dans les autres détails. Mais quand Laurent Gbagbo sort de prison, la première des choses, est-ce qu'on se réunit? Est-ce qu'on se met ensemble? On essaie de voir qu'est-ce qu'on avait fait qui n'a pas marché. Comment maintenant on peut faire? Parce que la cible là, la rébellion là, le chef là, il est là. On fait quoi? Soit on se réorganise, soit on laisse tomber. Si on se réorganise tous. On voit nos forces, nos faiblesses, là où on n'a pas bien travaillé. Ou alors, on n'engage pas le peuple dans quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui nous a été de voir? Voilà toute la classe politique qui s'engage dans un processus électoral. En temps, la gauche n'est pas réunie, hein, mais il y a une dame qui décide que la gauche doit se réunir. Parce qu'on a attendu Laurent Gbagbo, il est venu, mais depuis, il ne parle pas de réunion de gauche. Hein. Jusqu'on lui pose une question, il dit qu'il n'est pas là pour réunir la gauche. Mais on fait quoi? Le peuple fait quoi? Et on est là. On met les gens en prison. Et on est là, tu tousses net, tu es en prison. Et on est là, nos parents ne peuvent même pas se soigner. Et on est là, nos enfants, dès qu'ils sont sur Internet, ils ont dit un petit truc, allez prison. Et on est là. Et on regarde. On regarde dans la direction du président Gbagbo. Lui, il dit, il n'est pas là pour réunir l'opposition. On ne sait même pas où regarder. Le peuple attend. Seulement un petit pays, on est là. Et il n'y a personne. Jusqu'à ce que Madame Simone et Yves Gbagbo décident de réunir l'opposition. Dès que ça commence, elle appelle tout le monde. Hein? Elle appelle tout le monde. Tout. Et Mamadou Koulibaly, et le président Laurent Gbagbo, et Afidji San, tout le monde. Même des partis que nous, on n'avait jamais entendu parler. Des petits partis, elle appelait tout le monde. Et tout le monde arrive. Y compris le président, le parti du président Laurent Gbagbo. Ils viennent, ils retournent. On ne comprend pas bien la situation. Et quelque temps après, Laurent Gbagbo maintenant va à Bonois pour lancer un autre appel. Mais et l'appel que les autres ont lancé, vous êtes venus là. Si tu as quelque chose à arranger, viens arranger ça là. Si tu as quelque chose à dire, viens dire avec les autres. Si déjà Madame Gbagbo, même si tu sois avec elle, tu ne sois pas avec elle. Mais pour le peuple de Côte d'Ivoire, vous devez vous entendre et vous mettre ensemble. Pourquoi tu t'en vas lancer un autre appel? Et tu te mets de côté. Tu dis non, c'est le même truc, de chacun va faire pour lui. Mais et le peuple, carton rouge au président Laurent Gbagbo. Et le peuple. Et le peuple. Maintenant, tu fais un truc, et le PD, même le PDC qui est de la droite, est resté à Cap Côte d'Ivoire. Maintenant, on apprend un matin, on est là, tu es avec Thiam, vous avez fait le front commun. Parce que quand il a lancé son appel de Bonois, les autres ne veulent pas partir parce qu'il y a déjà un groupe qui est là où tout le monde est. Toi, ceux qui t'en vas de l'autre côté, c'est pour faire quoi? Et maintenant, tu es obligé maintenant de venir prendre, il ne prend pas d'autres nouveaux partis, mais il vient puiser dans la cape, il prend le PDCI. Il prend le PDCI, il s'en va. Les autres sont là. Il finit ça. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il vient chercher la fille, il s'en va. Mais en temps, la CAP est en train de faire un travail avec les autres qui sont restés. Le PDCI, lui, il a eu un pied dedans et un pied comment on appelle, de leur truc commun. Mais là, quand ça se passe comme ça, le peuple, lui, il est où? Parce que c'est pas ça que le peuple veut. Le peuple veut un groupe compact. Et maintenant,
la CAP réussit à avoir des négociations. Que ce soit avec le gouvernement, que ce soit avec le RHDP. Mais ce sont des négociations. Il faut d'abord venir écouter. Maintenant, quand ceux que Ouattara a envoyés là, parce qu'il y avait le chef de cabinet de Ouattara dedans. Mais s'il y a le chef de cabinet dedans, vous venez maintenant, là, au cours de la réunion, vous pouvez faire vos motions, vous pouvez bloquer ce qu'il y a à bloquer pour que la commission arrive à Ouattara. Mais Afi refuse. Gbagbo refuse de venir. Le PDCI refuse. Cap Côte d'Ivoire continue. Première consultation. Seconde consultation. Mais tout ça là, ça met qui à l'aise? Ça met Ouattara à l'aise. Ouattara est très à l'aise. Parce qu'on lui a donné d'être à l'aise et il est à l'aise. Donc eux, ils arrêtent de discuter. Oui, parce qu'ils ont vu que l'opposition est divisée. Donc ils arrêtent de discuter. Ils craignent quoi? Ils ont peur de quoi? Parce qu'en face de là, il n'y a rien. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Qu'est-ce qu'ils peuvent lui faire? Ils ne peuvent pas faire pression. J'ai une motion. Est-ce que vous voulez la prendre? Si c'est possible. Hein? Si vous voulez, je termine d'abord et puis on passe aux motions. Non, pour que vous alliez plus loin, quoi. C'est pourquoi je veux faire la motion maintenant. Pour ne pas vous ramener en arrière. Oui, mais non, c'est pas grave parce qu'il ne faut pas couper mon fil aussi. Allez-y, oui. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils accompagnent le processus électoral. Le processus électoral, là, il est accompagné. Puisque, pendant que vous dites que vous ne discutez pas avec eux, mais vous passez derrière, le PPSI, le PDCI passe derrière pour aller faire une formation à la CEI. Mais vous ne reconnaissez pas une structure pendant que la CAP Côte d'Ivoire dit qu'ils ne reconnaissent pas la CEI puisqu'ils ne veulent pas, le gouvernement ne veut pas discuter, personne ne veut discuter. Donc on les appelle pour faire la formation. Ils disent que nous, on ne reconnaît pas la structure. Mais quand la CAP dit qu'elle ne reconnaît pas la structure, eux, le Front commun reconnaît, ça va s'asseoir pour faire formation, prend même les kits de parrainage. Ça veut dire qu'ils reconnaissent la structure. Ça veut dire qu'ils sont d'accord. Ou alors, ça veut dire qu'ils ont jeté l'éponge malgré que ça ne va pas. Ils préfèrent partir aux élections. Et Gbagbo l'a dit après. Il a dit, nous allons aller aux élections. Qu'il y ait des fraudes ou pas, nous irons aux élections. Mais quand vous finissez de faire ça, là, vous pensez que les gens de la CAP vont s'asseoir? Eux aussi vont partir parce qu'ils sont affaiblis. Et dans tout ça, là, le peuple, ça se passe comment? Carton rouge au Front commun. Carton rouge au Front commun. Et donc, ils arrivent là-bas maintenant, là, au Conseil constitutionnel. Mais Ouattara à l'aise, il fait ce qu'il veut. Il n'y a personne en face. Il n'y a pas de pression sur Ouattara, il n'y a rien du tout. Donc, le Conseil constitutionnel prend qui il veut, il laisse qui il veut, il fait comme il veut. Et maintenant, on vient se plaindre de Mme Simone Gbagbo. Alors que Gbagbo Laurent, lors du meeting de Figaro, il a dit qu'il est candidat contre le 4e mandat. Ça veut dire quoi? C'est du français. Il a parlé en français. Ça veut dire qu'il va participer aux élections pour empêcher Ouattara d'être présent parce que lui, il va gagner. Ça, c'est une façon de... C'est ce qui est dit. Je suis candidat contre le 4e mandat. Donc, il est candidat pour que Ouattara ne puisse pas faire le 4e mandat. Voilà pourquoi il est candidat. Il a parlé en français. Madame, vous avez vu le thème, non? J'ai vu, mais tout ça, ça fait partie du thème parce que la rébellion est partie de là. Hein. La rébellion est partie de là. Et on est toujours dedans. Hein. On est toujours dedans. Hein. Et ça profite à qui? C'est ça, on est dedans là. Mais ça profite aux hommes politiques que nous on suit bêtement là. Ça profite à eux. Jamais le peuple n'a gagné quelque chose si ce n'est pas la mort. Et les sorties dans les rues. Je fais exprès pour tourner jusqu'en 2025 parce qu'on est en 2025. Ça a commencé en 93 à la mort du feu Boigny. Quand l'article 11 donnait le pouvoir à Bédié et qu'Alassane Ouattara voulait marcher sur le tapis aussi, le tapis rouge. On s'en souvient. Donc ça a commencé là-bas et on est en 2025. On est toujours dedans. Mais on va compter combien de morts il y a eu du côté du peuple et puis on va compter combien de morts il y a eu du côté des hommes politiques. Surtout ceux qui sont devant là. Ils sont tous vivants. Hein? C'est le peuple qui meurt, mais ils sont tous vivants. On va compter aussi pour voir si les enfants meurent. Et donc, on est encore aux élections là. Et maintenant, ceux de l'opposition dont les candidatures ont été retenues, on dit non, eux veulent accompagner le 4e mandat. Mais à quel moment le président Laurent Gbagbo, lui, il est candidat contre le 4e mandat et à quel moment les autres
sont candidats pour accompagner le 4e mandat. Mais on se fout de l'intelligence du peuple. Et là maintenant, j'ai entendu quelqu'un dire, actuellement nous on est en train d'organiser une révolution pour que le peuple, c'est révolution, quel mot il a utilisé? Mais vous vous foutez du peuple. Vous faites des arrangements entre vous. L'article 48, quand Gbagbo Laurent prend l'article 48, il a fait un référendum. J'ai entendu quelqu'un dire, oui, il nous a consulté. Mais vous êtes 2-3 là, c'est vous qui vous êtes représentatif de la Côte d'Ivoire. Ou alors, comme nous sommes dans un régime présidentiel, ça ne peut pas arriver à l'Assemblée nationale, mais au moins on peut faire un référendum pour consulter le peuple. Mais quand on n'a pas consulté le peuple, lors d'un référendum, on ne peut pas venir dire que le président Gbagbo nous a appelé, il nous a parlé. C'est pas vous 4 là, là-bas, ou bien combien de personnes là, qui allaient prendre une décision qui concerne toute une nation. J'ai entendu quelqu'un encore venir dire quoi ici? Que oui, les rebelles ont été amnistiés, pas pour les crimes de sang, mais contre la sûreté de l'État. Mais c'est grave. Et ils ont été amnistiés pour ça. On attaque les institutions de la République. Et puis on amnistie des gens qui attaquent les institutions de la République. C'est la République qui s'écoule. Qui s'écroule. Et c'est ce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui avec tout son corollaire de mort. Carton rouge aux hommes politiques. Là, petit arrangement, ils font entre eux. Aujourd'hui, ils sont d'accord qu'ils ne sont pas. Même Soro Dioum, c'est pareil. Oui, Ouattara doit lui donner le pouvoir. Comme Ouattara n'a pas donné, il est fâché, il est ceci, il ne doit pas être à l'Assemblée nationale. On s'arrange, passer son âge, je ne lui permets pas. Ouattara va demander à ses gars, il faut que Soro soit. Mais on se fout des Ivoiriens. On se fout des Ivoiriens. Et là encore, on dit on va faire révolution. Mais révolution pour faire quoi? Pour demander au peuple de descendre? Mais pourquoi on va demander une révolution au peuple? Si Gbagbo est candidat contre le 4e mandat, mais les autres qui ont pu passer le filet de Ouattara là, mais on peut les laisser continuer. On peut les laisser continuer parce qu'eux aussi ils sont contre le 4e mandat s'ils sont élus. Donc ce qu'il fallait faire pour le peuple, si vraiment ils sont tous pour le peuple de Côte d'Ivoire, ce qu'il fallait faire, il fallait maintenant fédérer leurs forces. C'est vrai, c'est mieux de multiplier les choses parce que tout le monde a posé sa candidature. Là, on ne peut plus revenir pour dire que non, il y a des problèmes sur la liste électorale. On peut plus. Le processus est à son terme là. Donc, vous pouvez pas finir au monsieur de l'ONU qui est venu, oui, d'arrêter. Mais vous, jusqu'à il reste les élections. Donc, les gens dans la vie encore, parce qu'il faut faire l'économie mort quand même. Ou alors on fédère nos forces. On fédère nos forces et on va aux élections. C'est ce qui reste à faire. Donc je m'arrête là pour l'instant. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci Marie. Marie, c'est là? Il y a des motions, hein? Marie, il y a des motions. La motion de Ahmed, tu as une motion, c'est ça? Maman, c'est pas une motion, hein. C'est moi qui ai une motion. D'accord, il y a Hubert, vas-y avec ta motion. Moi aussi, j'ai une motion. Ok. D'accord. Merci beaucoup, Notice. Madame, franchement, on vous a entendu et on comprend l'amertume et la colère qui vous anime. Mais dans ce cadre précis, nous sommes en train de débattre de à qui a profité. Je comprends que tout peut être lié, mais si on veut parler de tout en même temps, on court le risque de ne pas aller je vais dire, en profondeur de chaque thème. Et moi, je peux partager, on va dire, un petit peu votre développement, mais je pense que vous avez peut-être fait une trop grande digression, si je peux le dire ainsi. Voilà, parce que là, la question est claire. Quel est le rapport avec la candidature ou bien l'apport de Dame Simone Yves Gbagbo? Bon, je n'ai pas trop compris le lien. Donc, si vous pouvez peut-être expliquer là, parce que le peuple est une victime. Le peuple ne va pas profiter de la rébellion. Le peuple est une victime. Quand on parle de profit, on parle de gain. On parle de ce qu'on a en retour par rapport. Je ne pense pas que c'est un gain pour le peuple. Le peuple est une victime de la rébellion. Le peuple a subi le martyre de cette rébellion-là. Donc, parler de gain pour le peuple, bon, je comprends que vous avez voulu vraiment aller toucher un peu à tous les points. Mais je ne crois pas que le peuple ait bénéficié d'une rébellion qui l'a martyrisé.
Voilà un peu ce que je voudrais dire. Sinon, bon, j'ai pas compris le lien avec Dame Simone et Yves Gbagbo. Monsieur, c'est quoi le nom? Je vois pas bien. Monsieur, c'est Ahmed? Je vois pas. C'est Urbain. Monsieur Urbain, je n'ai fait aucune digression. J'ai suivi l'ordre chronologique des choses. Le début et jusqu'à où nous sommes actuellement. Parce que pour qu'on arrive à une rébellion même, il y a eu un début qui entraînait une rébellion. Il y a eu un début parce que quand Oufou est mort et que l'article 11 disait que Bédié devait être candidat, Anta Ouattara même là, même si c'est les Européens qui l'ont amené là, c'est pas seulement pour qu'il soit pour relever l'économie, hein, ils l'ont amené pour prendre la place d'Oufou. C'est une analyse qu'il faut même pas reculer. Il est venu pour prendre le pouvoir, mais comment le prendre? Donc voilà comment ça a commencé. Il a fait Front républicain, tout ça là. Il est rentré, il a eu le temps de s'installer, de connaître les gens. Et après, quand il a vu qu'il était coincé, il est parti pour revenir avec une rébellion. Mais se cacher, ne pas montrer que c'est effectivement lui la rébellion. Mais là, la rébellion là, c'est dedans. Les acteurs de la rébellion, ils sont tous là. On continue dedans. C'est lui qui est au pouvoir. Et c'est Soro Guillaume qui est en exil. Ils sont en palabre. Donc, on n'est pas encore sorti de cette affaire de rébellion. Et que depuis cette histoire, les Ivoiriens ne font que mourir. C'est de ça que je parle. Donc, à qui profite la rébellion? En tout cas, pas aux Ivoiriens. Pourtant, on dit, les rebelles disent qu'ils sont venus parce qu'on maltraitait les gens, les populations. Mais les populations, que ce soit les populations du Nord ou pas, ça fait partie de la population de Côte d'Ivoire. C'est des Ivoiriens. Et donc, cette rébellion devait profiter aux Ivoiriens. Parce que même s'ils ont fait la rébellion, qu'ils ont réussi là, ce n'est pas seulement pour s'occuper des gens du Nord, même si au début c'est ce qu'ils avaient dit. Quand on fait une rébellion, qu'on vient au pouvoir, c'est pour faire profiter toute la population. Moi, voilà pourquoi je dis que la rébellion n'a pas profité à la population, mais la rébellion a profité à tous les hommes politiques. Parce que eux, non seulement ils ont agressé la rébellion, ils ont favorisé ça, et en plus, ils ont fait des arrangements. S'il vous plaît, Madame Marie, pour ne pas que je perde le réseau, quoi, comme je le perds souvent, je vais poser une question en même temps, vous continuez là-dedans. Ça ne vous dérange pas, j'espère? Ça ne me dérange pas. All right, OK. Je pense que le camarade Hubert voulait qu'on revienne sur le thème, mais vous avez répondu, hein, la rébellion a profité à tout le monde. Je veux dire, Simone Gbagbo, première, parce que c'est... Simone Gbagbo, je te dis. Simone Gbagbo. Non, attendez, je pose la question. Je pose la question, s'il vous plaît. Je vais perdre le réseau. Marie, il n'a pas fini sa question. Ah, okay. C'est difficile, hein? Vous avez dit à tous les... Ok. Vous avez dit à tous les hommes politiques, je retiens politique, on voulait savoir qui ça profite. Donc, Simone Gbagbo est politique, ça profite à Simone Gbagbo premièrement et aux dérivés. Oh là là, laissez-moi finir, s'il vous plaît. La rébellion a profité laissez-moi finir. La rébellion a profité à Ouattara, la rébellion a profité à Gbagbo Laurent. Et c'est les mêmes là, acteurs là qui sont encore là, en train de se bagarrer après avoir fait des arrangements. Eux, ils ne se retrouvent plus et c'est le peuple qui paie toujours. C'est ce que je suis en train de dire. Et donc, le peuple devait les censurer. Parce que cette classe d'hommes politiques... Je peux poser ma question. Je peux poser ma notice. Je peux poser la question. Vas-y. Attends. Je vais perdre le réseau. Oui, attends. Marie, donne-lui 1 minute ou moins d'1 minute pour poser sa question jusqu'à la fin. Sans que tu n'aies... D'accord, donc je coupe. D'accord. Vas-y. Ok. On dirait il est tombé maintenant dans son problème de réseau. Merci. Gbagbo Laurent, c'est le FPI. Allô, tu m'entends? Oui, on vous entend. Allô, Notice? Oui, on vous entend. All right. Je dis, Gbagbo Laurent, le FPI est créé par... Ahmed, arrêtez ça. Le FPI est créé par Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. Donc, pour, je veux dire, arriver au pouvoir d'État. Donc, déjà, s'ils arrivent au pouvoir d'État... On va parler, franchement. Tout à fait, Clarisse. Ma motion rapide, je vais perdre le réseau. Donc, s'ils arrivent au pouvoir d'État, que ça profite à Laurent Gbagbo, on ne peut pas dissocier Gbagbo Laurent de Simone Gbagbo. Pour continuer. Deuxièmement,
Je voudrais savoir, parce qu'elle a dit dans ses propos qu'ils ne sont pas venus aux discussions avec le RDR, le RHDP. La CAP a participé aux discussions, le PDCI n'est pas venu, Laurent Gbagbo n'est pas venu. Afi N'Guessan, ça c'est ce que j'ai souligné, Afi N'Guessan n'était pas à cette discussion. Madame, je veux savoir, est-ce que leur absence de la liste électorale est une sanction pour eux de ne pas avoir participé à cette discussion 2 fois de suite avec le RHDP? Merci. Monsieur, je vais vous répondre à la première question. Quand vous dites que Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo ont créé le FPI, donc ils étaient au pouvoir, c'est ça, c'était ça, non? Donc ça veut dire que la rébellion leur a profité. Moi, je vais vous dire un truc. Cette façon de vouloir distraire les gens là, ça peut pas prospérer longtemps. Même si Simone arrivait au pouvoir et Laurent Gbagbo en tant que première dame, la signature de Simone ne comptait pas. Pour prendre l'article 48 là, ce n'est pas Simone qui a pris l'article 48. C'est bel et bien une signature de Laurent Gbagbo qui a été élu président de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Il faut dire la vérité, il faut mettre les choses dans la... C'est-à-dire la vérité là, c'est bon à dire. C'est Gbagbo Laurent qui a signé. Ce n'est pas Simone Gbagbo qui a signé. Elle signe en tant que qui? Elle est première dame. Oui, mais elle n'a pas l'effectivité du pouvoir pour aller faire une signature sur un document. Non, c'est Gbagbo Laurent. Est-ce qu'il a soumis ça à un référendum? Ou alors il s'est arrangé dans leur discussion où le peuple n'est pas et puis ils prennent des décisions? C'est ça, moi, ma question. Voilà pourquoi je dis que tous ces hommes politiques font des arrangements entre eux. Quand ça se gâte là-bas, maintenant ils appellent le peuple qui doit descendre dans la rue, qui doit faire ceci, qui doit faire cela. Ça marche plus. Ce n'est pas bon de faire la politique de cette manière. Voilà pourquoi je dis que je donne un carton rouge à Laurent Gbagbo. Je lui donne un carton, parce que lui-même, il a bien profité aussi de la rébellion. Ça lui a permis de continuer le pouvoir, mais malheureusement, il n'a pas pu gagner la guerre. Et quand il n'a pas gagné la guerre, et moi, ce qui me fait le plus mal, c'est un historien. Parce que l'historien, et il est doublé d'un homme qui fait de la politique, mais il connaît l'histoire des peuples en tant qu'historien. Donc, il sait comment fonctionne la France. Il connaît tout ça. Mais comment tu veux prendre le pouvoir? On te dit qu'il y a une rébellion. Et puis tu laisses la rébellion prospérer jusqu'à ce que ça vienne nous trouver. En plus, on tient un document que la CPI dit qu'il a trouvé. Et tu ne signes pas. Et on nous dit que la Russie arrive. On va venir dire non, les rebelles ont gagné parce qu'il y a la France derrière. Oui, mais Laurent Gbagbo aussi avait l'opportunité de trouver des alliés pour protéger le peuple de Côte d'Ivoire. C'est son boulot. C'est son boulot. Il doit nous protéger contre vents et marées. Il doit faire en sorte que le pays ne soit jamais divisé en deux. C'est son boulot. Maintenant, la deuxième question. Tu as parlé de la liste électorale, non? Je n'ai pas bien saisi la deuxième question. C'était quoi au juste? Que s'est passé? Ok. Je peux reprendre pour vous? Oui, tu peux reprendre, il n'y a pas de problème. Ok, merci madame. Vous avez dit que Afi N'Guessan s'est dissocié de la CAP. Il n'a pas assisté aux dernières réunions, aux deux réunions qu'il y avait eu avec le RDR, parce que le temps était clair pour l'opposition, c'était de discuter avec le gouvernement. Oui. Et vous estimez que dans la délégation du RDR, il y avait un porte-parole d'Alassane Ouattara. Donc, 2 fois de suite, ils ne sont pas venus. Je veux savoir si c'est la résultante de leur absence sur la liste définitive de candidats. Est-ce que c'est une sanction? Moi, je ne suis pas. J'ai compris la question. Moi, je ne suis pas à la CEI. Moi, je ne fais pas partie des gens de Alassane Ouattara. Moi, je suis une opposante. Moi, je suis d'idéologie socialiste. Moi, c'est ça. La justice pour le peuple. Moi, j'aime quand il s'agit de se battre pour que le peuple soit le seul bénéficiaire de tout ce qu'on a à faire. Moi, j'ai constaté que voilà des gens qui se disent des opposants et qu'on leur demande de venir discuter. Ils ne viennent pas. Ok, on peut comprendre. Mais quand on se lève pour aller faire une formation, on prend les kits, on se met dans le processus électoral, au lieu de le bloquer, mais on accompagne le processus, on ne vient pas après dire par la suite que non, ils ont fait ceci. Mais ce sont eux qui ont bloqué le processus. Il fallait seulement résister. Il fallait ne pas aller faire de formation comme le CAP a dit qu'ils ne reconnaissaient pas. Eux, ils ne sont pas partis. Il ne fallait pas partir. Toute l'opposition n'était pas partie. Ouattara allait reculer parce qu'il y a une pression en face de lui. Il ne fallait pas. Ok, merci madame. Merci madame. La dernière question. Est-ce que vous êtes sympathisante
militante ou bien cadre au MGC? Moi, je te dis, je suis pour Gbagbo pire dur. Moi, j'ai commencé à voter Gbagbo face à Oufoué Boigny. On a tiré sur... Ok, merci, voilà. merci madame. Ça, c'est pas bon. C'était tout, on va laisser les autres. Je le dis. C'est pas bon. Merci. Mais laisse-la. En tout cas, le niveau est élevé aujourd'hui. S'il vous plaît. Oui. Alors, monsieur Bao, fermez votre micro, je vous en prie. Il y a monsieur Ahmed qui est là et puis après on revient vers vous. Je sais que vous voulez rebondir sur la partie de embargo des médicaments. Monsieur Ahmed, vous êtes là? Oui, je suis là. Vas-y. Bonsoir, bonsoir à tous. Vraiment, Hubert, je voudrais, en tout cas, je ne voudrais pas être à la place d'Hubert actuellement face à l'actualité politique aujourd'hui. Je sais, Hubert, c'est un homme politique, il est dans la stratégie, mais dommage pour lui, malheureusement pour lui, heureusement pour nous. Sa vision ne sera pas toujours partagée par les communicants de l'opposition, parce que je comprends la vision de choses. Hubert, de ne pas froisser au maximum le président Laurent Gbagbo. Je pense qu'ils sont dans cette stratégie et je pense que la candidate Simone Gbagbo même s'inscrit déjà dans cette stratégie parce que quand on parle de la gestion du président Laurent Gbagbo, elle s'est toujours mise à défendre donc ce bilan du président Laurent Gbagbo. Je pense que tout le long de cette campagne, elle sera dans cette posture. Donc Hubert essaie peut-être d'aller dans ce sens, mais nous serons heureux parce que nous savons très bien que tous vos communicants ne partageront pas véritablement cette vision-là. Nous en sommes très heureux parce que sur les panels, ça nous rend la tâche un peu facile. Donc, souffle, ça va continuer parce que quand on connaît déjà la plupart de vos communicants, tu as parlé de formation politique concernant l'autre, mais faut pas voir seulement chez les autres, il faut voir aussi chez toi. Chez vous aussi, il y a beaucoup de problèmes de formation politique à votre niveau et je pense que ça va beaucoup compter aussi actuellement dans ces élections-là. Maintenant, concernant le problème de mandat d'arrêt, je peux être d'accord sur toi que quand une décision est prise au niveau de l'État, il faut que cette décision soit libre. Et puis ce mandat, il a été pris en novembre 1999. Donc, mais moi, je vais dans les faits, je fais le constat que après le coup d'État, le président Alassane Ouattara est rentré au pays. Et puis, si je considère que l'administration est une continuité, ça veut dire que le président Guy Roubert avait donc la possibilité, et donc s'il voulait utiliser ce mandat, faire arrêter le président Alassane Ouattara. Surtout qu'à un moment donné, il y avait une tension entre le RDR et le général Roubert, mais à aucun moment il a utilisé. Donc je suppose que ce mandat n'était plus d'actualité. Et puis quand je prends aussi dans les faits avec le président Laurent Gbagbo, quand le président Laurent Gbagbo arrive aussi au pouvoir, le président Alassane Ouattara était en Côte d'Ivoire, et je pense que le président Alassane Ouattara participait à la vie politique en Côte d'Ivoire. Il y avait eu des tensions aussi entre le RDR et le régime de Laurent Gbagbo. À aucun moment Laurent Gbagbo donc utilisé cela contre le président Alassane Ouattara. Donc je suppose, partant de ces faits, que ce mandat-là n'était plus d'actualité, sinon il aurait pu être utilisé parce que l'administration aussi est une continuité. Donc moi, c'est juste un constat que je fais et donc dire que c'est après qu'il soit parti, après la tentative donc de son assassinat, et que c'est à ce moment on va brandir ça, bon, je pense que c'est pas cohérent en fait. Maintenant, concernant l'embargo sur les médicaments, parce que j'ai échangé déjà des commentaires avec quelqu'un qui dit qu'il est pharmacien, donc je suppose qu'il est pharmacien. C'était de savoir d'abord quelle est l'institution qui a pris cette décision de l'embargo des médicaments. C'est vrai, cet embargo il a été effectif, voilà, on peut pas le nier. On était tous en Côte d'Ivoire, on l'a entendu, même si moi-même personnellement j'ai pas vu effectivement la décision donc sur cet embargo, mais on l'a vécu, on l'a entendu. On a aussi constaté à un moment qu'il y avait une pénurie de médicaments en Côte d'Ivoire ici à cette période-là. Donc on peut penser effectivement que c'était vrai. Mais lier cela au président Alassane Ouattara, c'est là je suis pas totalement d'accord. Parce que je sais pas à quelle qualité le président Alassane Ouattara à cette époque n'était pas ni président de la République, encore moins être dans une institution internationale à cette époque. Je ne sais pas à quelle qualité il aurait pu donc peser jusqu'à ce que
on puisse obtenir cette décision d'embargo sur la Côte d'Ivoire. C'est véritablement pas. Je peux comprendre que les gens essaient de surestimer un peu le président Alassane Ouattara, parce que je comprends, le président à cette époque, les gens disaient qu'il contrôlait le monde entier, mais à un moment donné, il faut avoir les limites à cela. Il n'était pas capable de tout quand même. Voilà. Il ne pouvait pas de sa position où il est prendre certaines décisions que vous imaginez qu'il aurait pu prendre. Maintenant, concernant la rébellion. Moi je dis à l'origine, cette rébellion, elle était militaire. Parce que c'est les militaires qui avaient fait leur coup d'État, qui avaient envoyé quelqu'un au pouvoir, après ils se sont pas entendus avec ces personnes, ils se sont retrouvés au Burkina, ils sont revenus faire une rébellion. Donc je pense que ça devait être purement militaire. Mais il a fallu que ça a pris, c'est devenu politique quand on leur a accordé, parce qu'on leur a accordé à Makoussis qu'ils aient un aile politique qu'ils ont appelé les forces nouvelles. C'est ce qui a créé cette aile politique de la rébellion. Et donc, les décisions se sont engagées donc avec cette aile politique. C'est avec cette aile politique donc que le président Laurent Gbagbo, après plusieurs accords et autres, décide d'avoir ce qu'ils appellent le dialogue direct avec cette force politique là. Donc ils ont eu le dialogue direct, ils sont là à Makoussi, ils ont eu ils sont allés chez Ouaga, ils ont eu les accords, ils ont sorti de ces accords, Guillaume Soro devient donc premier ministre de la Côte d'Ivoire. Donc le premier bénéficiaire d'abord c'est Guillaume Soro, qui a bénéficié d'une lutte des militaires que pour moi à l'origine n'était pas l'initiateur de cette rébellion, parce que celui qui était l'initiateur l'a toujours dit, c'était Ibrahim Coulibaly. Donc je pense que celui qui a profité d'abord de cette rébellion, c'est le président Guillaume Soro. Parce que c'est grâce à cette rébellion, Guillaume Soro devient d'abord ministre de la communication. Je ne pense pas qu'à cette époque, s'il n'y avait pas eu une rébellion, Guillaume Soro aurait pu être ministre en Côte d'Ivoire. Il venait juste de sortir de l'université. Il était même allé en France pour s'inscrire, il avait des difficultés même à s'inscrire en France. Donc, je ne pense pas qu'à cette époque, sans la rébellion, il aurait pu être ministre de la communication en Côte d'Ivoire. Je ne pense non plus pas que sans la rébellion à Ouagadougou, il aurait pu être premier ministre en Côte d'Ivoire. Parce que je ne vois pas quel est le parcours professionnel ou politique de Guillaume Soro qui l'aurait amené à être premier ministre en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que le plus gros bénéficiaire donc, de cette rébellion, c'est Guillaume Soro. Maintenant, Gbagbo Laurent aussi a aussi bénéficié aussi quelque part de cette rébellion. Parce que s'il n'y avait pas eu cette rébellion, il aurait certainement eu une élection en 2005. Et une élection de façon naturelle qui n'est jamais gagnée d'avance. Rien ne dit que le président Laurent Gbagbo aurait gagné ces élections en 2005. Donc, je dis que cette rébellion a permis donc au président Laurent Gbagbo d'avoir un mandat supplémentaire sans élection. Ça aussi, à ce niveau, je peux dire que le président Laurent Gbagbo a aussi profité de cette rébellion. Le président Alassane Ouattara aussi a profité de cette rébellion. Ça, on va pas être hypocrite. Parce que au moment de la rébellion, nous avons salué en tant que militants RDR, nous avons salué véritablement cette rébellion-là. Parce que nous étions dans un combat. S'il n'y avait pas eu cette rébellion, on aurait continué notre combat. On aurait peut-être obtenu gain de cause, même si ça allait prendre du temps, mais en tout cas, on allait continuer notre combat, le combat de faire reconnaître donc l'éligibilité du président Alassane Ouattara. Nous étions déjà dans ce combat-là au niveau du RDR. Bon, on suppose peut-être que la rébellion est venue un peu raccourcir notre combat, parce que la rébellion a permis quand même de revenir sur la question de l'éligibilité du président Alassane Ouattara. Ça a permis donc de rendre justice donc à notre candidat, qui est le président Alassane Ouattara, qui a permis donc qu'il soit donc candidat et qui a permis que on puisse véritablement gagner cette élection. Donc, je peux pas, même jusqu'à aujourd'hui, il me serait difficile à moi, en tout cas moi, je serai pas comme ceux de Guillaume Soro aujourd'hui qui veulent ravaler leur reçu, parce que moi je pense que si Guillaume Soro et ses camarades nient aujourd'hui cette rébellion, il ne devait plus exister, et même il ne devait plus exister sur la scène politique. Parce que une rébellion, c'est pas un festival culturel, ça a forcément des dégâts. Donc quand on a été à la tête de cette rébellion, on ne peut pas quelques années après venir dire simplement comme ça
qu'on regrette cette rébellion. Tu peux pas. Si tu le dis, mais pour moi, toute ta carrière politique en dépend. Parce que pour ce qui s'est passé, si tu dis que tu regrettes cette rébellion, tu dois même plus exister sur la scène politique. Tu dois, en tout cas, tu peux pas dire que tu regrettes cette rébellion et puis demander au peuple de Côte d'Ivoire que toi tu veux être président de la République. Dis que tu as demandé pardon, que tu veux être président de la République. Parce qu'il faut que cette rébellion, elle ait eu une cause. Il faut qu'elle ait eu un objectif. Est-ce que l'objectif a été atteint ou pas? Mais si tu trouves que l'objectif n'a pas été atteint et qu'aujourd'hui, parce que par opportuniste, que tu te retrouves peut-être avec le PPACI, que vous voulez régner, donc mais vous mettez en cause même votre existence. Parce que sans aujourd'hui, si Guillaume Soro a la possibilité d'entretenir un parti politique, a la possibilité d'avoir tout le parcours qu'il a eu, mais c'est grâce à cette rébellion. Mais si aujourd'hui, tu mets en cause cette rébellion, ça veut dire que tu mets en cause tout ton parcours politique, tu mets en cause toute ta vie politique. Donc, je pense que si tu es vraiment humble, tu devais véritablement faire profil bas et ne même pas vouloir dire être président de la République et revenir, et peut-être même quitter la scène politique. Parce que tu peux pas être à la tête d'une rébellion et puis venir dire ce genre de choses. Donc moi, je pense sur ce point-là, j'ai pas trop grand-chose à dire. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai regretté que le GPS et Guillaume Soro le 19 septembre n'est pas comme à leur habitude. Depuis la rébellion est finie, ils ont toujours célébré cette date du 19 septembre. Ils ont toujours célébré cette date. Jusqu'à récemment, ils ont toujours célébré. Guillaume Soro a toujours fait des déclarations le 19 septembre pour célébrer. Pourquoi subitement? C'est subitement que aujourd'hui vous ne célébrez plus cette fête. C'est subitement par opportunisme que donc c'est pour dire que ce regret-là, il n'est même pas sincère. Et s'il était sincère, il devait avoir vraiment fait profil bas et se retirer de la scène politique ivoirienne. Voilà. Merci. Est-ce que je peux dire sur ce sujet? Ahmed, merci. Ahmed, est-ce que Blé Goudé a profité aussi de la rébellion? Blé Goudé profitait de la rébellion. Là, je serais un peu mitigé. Parce que Blé Goudé, on a écouté son discours lorsqu'il est rentré au pays. Il n'était même pas d'abord au pays lorsque le président Ouattara prend le pouvoir. Il est allé continuer ses études. Et je pense que c'est de Manchester, lorsque la rébellion a éclaté, qu'il est rentré pour se mettre donc à la disposition des institutions du pays et défendre les institutions du pays. Donc c'est ce qu'il a dit. Puis je ne pense pas qu'au cours de cette rébellion, il ait eu un poste ministériel ou pas. Je pense que c'est à la fin, en 2010. Voilà. Donc pour lui, il reste un peu mitigé sur la question. D'accord, merci. Ok, moi j'ai une motion pour Ahmed. Une motion, j'ai signalé ça aussi dans la Après les motions là, est-ce que c'est possible de prendre la parole? Parce que ça fait au moins 2 heures que je... Une petite motion. Donc on laisse... Moi j'ai une motion pour Ahmed, j'avais écrit ça depuis. D'accord. Oui, vas-y. Ouais, Ahmed, je veux savoir, parlant de l'embargo là, comme tu l'as dit, déjà tu as reconnu qu'il y avait un embargo à cette époque, il y avait même pénurie, et ça c'est clair. L'embargo vise, n'est-ce pas, à pousser le pays en retranchement. Donc, mettre une pression sur un État. Ça, on va pas en discuter. Mais je veux savoir, c'était quand l'embargo? C'était quand? Et parce que tu dis que Ouattara, on le surestime, n'avait pas la possibilité de mettre, même s'il connaît des gens, des embargos parce qu'il n'était rien dans le pays. C'était quand, Notice? L'embargo était quand? Ahmed, si tu peux me répondre. Et puis, je poursuis l'idée de ma question. La date seulement, pas épiloguer dessus. Attends, je vois ici. La date, mais il sait que c'était sous le président Laurent Gbagbo. C'était quand? C'était sous le président Laurent Gbagbo. 11 février 2011 qu'on a ressenti ça, non? C'était en 2011. Non. C'était après les élections. 2011. Donc, c'est 2011. Entre janvier, février 2011. Ok, je continue ma pensée. Ahmed, laisse-moi finir. Tu es en train de me dire que en 2011, on a eu les élections en 2010. Tu es en train de me dire qu'en 2011, Alassane Ouattara, Draman Ouattara, n'était donc pas président. Parce qu'il était au Golfe et il s'est déclaré président dès lors. Et que toutes les actions prises par Gbagbo Laurent c'était illégal. OK? C'est à la suite même qu'il commence à condamner Gbagbo par ultiratif défaut parce qu'il estime qu'il n'était plus président pour prendre des...
Voyez son réseau. Décision sur la PCAO. Alassane Ouattara a appelé à restreindre les choses autour de la Côte d'Ivoire. Sur plusieurs choses, y compris les médicaments. Donc, Ahmed, je termine. Est-ce que Ouattara, en 2011, quand on rentrait en 2011, était président, avait-il le pouvoir de décision ou pas? Merci. Voilà, donc je dis que le président Alassane Ouattara, en 2000, pendant qu'il était au Golfe, effectivement, il n'avait pas l'effectivité du pouvoir. Ça c'est un fait. Et puis, le président Alassane Ouattara, avec quel intérêt? Donc, parce que le problème des médicaments, ça ne concerne pas l'opposition, ça concerne tous les Ivoiriens. Avec quel intérêt, donc, d'aller dans ce sens? Et puis, quelle est la preuve que vous avez que c'est le président Alassane Ouattara qui a donc demandé? Et puis, est-ce que je peux voir le contenu même de cette décision? Parce que depuis l'époque, on l'a entendu, mais on n'a jamais vu le contenu de cette décision. C'était une résolution. La question, il avait pouvoir de décision ou pas en 2011? Une question. Il avait quel intérêt à le faire déjà en 2011? Est-ce qu'il avait pouvoir de décision ou pas? Non, il n'avait pas l'effectivité du pouvoir. Ça, c'est un fait. Ok, merci. Bon, maintenant, ma motion, s'il vous plaît. Oui, vas-y avec ta motion et pas après ça. D'accord. Ahmed a dit tout à l'heure dans sa prise de parole, il a dit que le RDR s'est réjoui aussi de, comment dirais-je, par rapport à la rébellion. Je voulais apporter une précision. Au grand jamais, le RDR s'est prononcé publiquement sur la rébellion en disant qu'elle se réjouissait. Non. La preuve est que après le 19 septembre 2002, le 23 septembre, Ahmed Juel, c'est une motion. C'était juste un truc que je veux rectifier. Le 23 septembre 2002, le président Alassane Ouattara, comment dirais-je, à partir de son exil, a bien entendu blâmé l'opposition. Et j'ai dit l'opposition, comment dirais-je, la rébellion. Ouais, il a condamné la rébellion. Et c'est ce qui a fait que Guillaume Soro, lorsqu'il est sorti de son trou et s'est présenté en tant que porte-parole de la rébellion, il a dit clairement, et je cite, il a dit, il y a des gens pour qui, comment dirais-je, il y a des gens pour qui on mène ce combat-là, mais ils ne veulent pas nous soutenir. Ça, c'est, comment dire, ça, c'est Guillaume Soro qui l'a dit. Et donc, c'était pour vous dire que, de manière officielle, le RDR, en son temps, a condamné la rébellion et jamais, comment dire, le RDR a, bien entendu, félicité cette rébellion, au grand jamais. Je voulais apporter cette précision. Après, je vais revenir sur les histoires de... Je suis totalement d'accord. Puis, je peux passer peut-être que tu m'as pas bien écouté. Je dis en tant que militant RDR, nous, en tant que militant RDR... Ah, d'accord, là, ok. Donc, c'est dans ce sens-là que je l'ai dit. J'ai pas dit que la direction du RDR, parce que si tu vas dans ce sens, on est en train de venir sur le volet de la responsabilité de chacun. D'accord, donc c'est toi, en tant que citoyen, comme tes propres... On parle de profiter. Voilà, profiter et puis être investigateur, bien être à la chose, avoir participé à la rébellion, je pense que c'est deux choses différentes. Voilà. Merci. D'accord, merci. Gap, vas-y. Ok, j'ai écouté pendant longtemps les interventions des uns et des autres et je pense que pour la première fois, je peux dire merci à Ahmed parce qu'il a fait preuve de responsabilité. Même si cette position-là ne l'engage que lui seul en tant que militant, de reconnaître effectivement, comme on appelle, les avantages ou bien le profit qu'a attiré effectivement le RDR et le président de la République aussi à partir de cette rébellion, effectivement. Contrairement à Kokora qui est venu nous servir un discours hautain, orgueilleux, et puis méprisant par rapport à tous ces victimes-là qui ont perdu et leurs biens, et des proches, et certains même leur vie à la faveur de cette rébellion. Effectivement, nombreux sont les hommes politiques qui en ont profité. Parce que c'est à la faveur de cette rébellion tous les petits partis qui tournaient autour de RDR ont vu leur position reconnue à l'international par leur participation à la table ronde de Linan Marcoussi dans la distribution du gâteau du pouvoir de Laurent Gbagbo. Et cela a perduré
jusqu'à aller créer le G7 et à être plus nombreux même dans le gouvernement de Laurent Gbagbo de 2003 jusqu'en 2010, date aux élections, des élections présidentielles de 2010. Effectivement, après ces élections, on a vu effectivement tous les acteurs qui en ont bénéficié se regrouper encore au Golf Hotel et de conforter la position de cette rébellion-là à laquelle s'est joint les forces de l'ONUCI et de la France sous le couvert de l'ONU pour pouvoir faire flanchir le pouvoir de Gbagbo afin d'avoir le contrôle total. Il y a un fond chez toi là, je sais pas, il y a une musique Aoussi qui joue là. Attends, je vais couper ça. Et je ne savais pas que tu étais à Niy. C'est bien ça. Non, je suis en train d'écouter, de suivre Abous. Épique. Ah, ouais. Ok. Ah, ok. Et qui en ont profité. Aujourd'hui, et il a la boisson, Gap à la boisson qui va avec à côté, je peux sentir ça. Effectivement, concernant l'embargo sur les médicaments, cela fait l'objet de plusieurs approches et autres. Ce qui est clair, c'est que cette décision de l'Union européenne là, s'est faite sous la pression et sur les objectifs de vouloir isoler complètement le pouvoir de Gbagbo et d'assister à la dégradation ou bien à la perte de contrôle, au perte de contrôle de ce dernier sur l'appareil qui était aussi fragile que la santé. Parce qu'effectivement, cette décision-là, qui a été conseillée par, disons-le tranquillement, hein, par les directives d'Alassane Ouattara, bien qu'il n'avait pas la totalité du pouvoir, mais sa voix avait commencé à porter puisque lui, il maîtrisait le volet, les leviers à l'international, puisqu'il était reconnu comme tel, là où Gbagbo contrôlait les leviers sur le plan national. Donc, ces décisions ont contribué à cette décision. Sa volonté de vouloir isoler le président Gbagbo pour qu'il tombe comme un fruit pourri là, a contribué à cette décision. Et ce qu'on déplore effectivement, c'est d'avoir eu l'intention même pour le pouvoir de conseiller ses soutiens à arriver à prendre cette décision qui a eu de lourdes conséquences à l'intérieur des populations. Parce que comme disait l'autre, des personnes qui attendaient leur insuline ont vu la rupture de ce médicament-là dans les pharmacies. D'autres qui avaient besoin de sang, d'autres qui avaient besoin de soins, se sont vus impossible d'en bénéficier parce qu'il y a eu cette décision qui était faitée au niveau du Golf Hotel. Parce que ça a eu un impact dramatique au niveau des populations qui ont commencé à perdre patience et qui en voulaient au président Laurent Gbagbo. Et ça, il faut le reconnaître. Ça ne sert à rien de dire non, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. C'est lui qui était considéré comme le président à l'international. Donc, ses volontés étaient prises en compte dans les décisions des Occidentaux. Aujourd'hui, là, à la faveur de l'anniversaire de tout ce qui a créé, a conduit à cela, il y a lieu de s'incliner. Il y a lieu de s'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes qui ont été victimes. Et comme le président Alassane l'a dit, il avait souhaité, il avait pris l'engagement de faire la lumière là-dessus. On sait qu'il y a eu une loi d'amnistie, même si les uns et les autres estiment que non, ça couvrait les crimes, d'autres disent non, ça couvrait que l'atteinte à la sûreté de l'État. Ce qui est sûr, il y a eu la loi d'amnistie. Mais personne n'a mis
le pistolet sur la tempe du président Ouattara pour qu'il fasse la promesse de faire la lumière là-dessus. Et ça, c'est l'une des promesses non tenues. Il est passé là-dessus en perte et profit pour bâtir un château de cartes qui est en train de s'écrouler. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de vouloir être fier d'un bilan. Mais quand ce bilan-là arrive à se fragiliser pour des fondamentaux, pour des bâtisses qu'on n'a pas pu assainir, on ne peut pas être fier de ce bilan. Parce que ce qui n'impacte pas de manière durable les populations, j'estime que ce n'est pas un bilan. Aujourd'hui, on est obligé d'en parler. Si la réconciliation avait été faite, si le dédommagement des victimes, que ce soit sur le plan moral, que sur le plan financier, en parlant des acteurs de l'économie nationale qui continuent toujours à contribuer à l'économie de ce pays, mais qui se voient aujourd'hui placer leur perte au cours de la rébellion armée là, en perte et profit, je trouve que c'est triste parce que la justice sociale a foutu le camp. Il n'existe plus de justice sociale. Et aujourd'hui, on tombe encore dans des travers. Et lorsqu'on regarde les acteurs de cette rébellion-là être portés au firmament de leur gloire, mis en lumière avec des grades et des reconnaissances, là où les populations n'ont que leurs yeux pour pleurer, on a tous mal. On a tous mal. Et à côté de ça, on voit des personnes pour un oui, pour un non. Ils se retrouvent enfermés, méprisés, détenus à tort ou à raison. Ça fait mal. Et c'est en cela que j'exhorte les uns et les autres d'avoir une pensée pieuse pour les victimes. De trouver les voies et moyens pour dédommager ceux qui ont tout perdu, afin que la justice sociale prévaut dans ce pays. Aujourd'hui, les gens se trouvent traumatisés. Parce que même pour des sujets même de peu d'intérêt, ou bien des faits de peu d'intérêt, ils se retrouvent à la maca, avant même que leur avocat ne prenne connaissance de leur dossier. La justice sociale a foutu le camp. Elle n'existe plus dans ce pays. Et les populations restent là, à observer leur privation de liberté, à observer le mépris qui leur est jeté au visage. Parce qu'ils ne sont pas d'un camp ou de l'autre. Et ça, c'est triste. À la faveur de cet anniversaire-là, il faut qu'on puisse dédommager, ne serait-ce que par des paroles, compatir à la douleur des uns et des autres et ne pas leur servir le mépris. C'est en cela que je dis merci à Ahmed d'avoir tenu ses propos. Moi, ça m'a fait chaud au cœur. Après les propos méprisants de Kokora sur ce panel. C'est ce pourquoi j'avais souhaité prendre la parole. Merci beaucoup. Merci, Cap. Allô, ma soeur, je peux intervenir maintenant. Je serai d'un problème de réseau encore là. Allô, ouais, il te croit plus avec le réseau là. Yo, moi, je n'ai pas encore intervenu. Hein. Je n'ai pas encore intervenu. En fait, est-ce que je pouvais éclairer quelque chose concernant... Ok, merci. Tout le moment, il passe de réseau. Il n'a pas pu dire quelque chose à monsieur Zao concernant l'embargo. Si ça peut... Okay. C'est Ahmed qui parle, non? Oh là là. Allô, quelqu'un
Quelqu'un m'entend? Oui, c'est pas ton tour, faut couper ton micro. Oui, on t'entend. Quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Tu vas prendre la parole. Attends, Wai. Il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. Voilà, merci de fermer ton micro. Abbé, merci de fermer ton micro. Wai, vas-y. Merci, ma soeur. Désolé. Tout à l'heure, j'ai même pas entendu la parole. Ce gars-là même, il est qui même, ce gars-là? Vous m'avez dit de couper mon micro, après je vais prendre mon téléphone, mon réseau va sortir, monsieur. Vous allez répondre, vous pouvez répondre toute la vie, hein? Non, je fais signe à notice que normalement, ça devait être moi avant vous. Normalement. Vous avez déjà parlé, je m'a dit de couper mon micro. Désolé, je pensais que tu avais parlé après Ahmed. Il finit rapidement et puis on vient à toi, Vao. Je peux y aller? Vao, il a parlé avant Ahmed. Ok, mais Vao qui dit que il s'agit de partis politiques tous contre un là. Il doit savoir que Ahmed est RHDP. Donc quand Ahmed il finit de parler là, l'opposition peut parler aussi normalement. Merci frère Gab. Et puis je pense que c'est de ça qu'il s'agit quoi en fait. Il faut avoir, quand un thème comme ça sort à la date d'anniversaire de la crise que nous avons connue du 19 septembre, bien sûr, il faut avoir aussi une pensée pour ces personnes-là. Il faut avoir une pensée pour ces personnes qui ont été décimées par la rébellion. Et ça, on ne saurait parler, tout dire, sans avoir cette pensée. Urbain a fait un panel. Gap aujourd'hui, Clarisse fait un panel aujourd'hui, Gap le dit. Même Ahmed, même s'il est RHDP, a une orientation vers ce sujet. Donc, nous aussi, pareil. On a une orientation vers ce sujet et vers cette personne. J'ai voulu intervenir parce que mon réseau peut tomber à tout moment et parce que je vais chercher la famille et autres. Je veux intervenir sur un fait. J'ai demandé à la dame Marie, malheureusement elle est tombée, j'ai demandé si elle était sympathisante, militante ou cadre du MGC. Parce que voilà, j'ai aimé le style avec lequel elle est venue. Parce que c'est un style peut-être de campagne. Mais elle ne sait pas qu'en face d'elle, il n'y avait pas, en tout cas si c'est Wai et le camarade Urbain, c'était tout sauf des gens qui sont sur la liste aujourd'hui. Donc c'est pas les RHDP, c'est pas, je sais pas, peut-être qu'elle veut avoir affaire au bionisme ou bien quoi, mais elle n'a fait que parler de Laurent Gbagbo. Donc l'attaque a été peut-être intéressante, mais le sujet a été autre. Sur la question ou sur son intervention, moi je n'en veux pas à Mme Simone Gbagbo. Parce que d'ailleurs, elle n'est pas cadre. Si elle était cadre, j'allais dire, alors c'est une concertation du parti qu'elle est en train de faire sortir. Et ça, j'interpelle tous ceux qui écoutent, tous ceux qui sont en bas et qui ont des arguments, qui ont des avis. Quand c'est personnel, ne prenez pas ça. Je veux dire, l'avis de Marie, c'est l'avis de Marie. Simone Gbagbo, dernièrement, s'est prononcé sur la réaction de Bougie. Monsieur Afrique, qu'elle s'est prononcée? Elle a dit quelque chose que j'ai retenu. Elle n'est même pas allée plus loin dans sa déclaration qui lui demande de ne pas se présenter parce qu'elle était avec son ancien mari et autres. Non. Elle est allée sur une phrase. Elle lui a dit, mais lui qui est ami de Laurent Gbagbo, quand l'on le bombardait, quand la France le bombardait, il était en complicité? Où était-il? Je peux y aller? Oui. Il était en complicité. Elle lui a dit, mais il était en complicité, où était-il? Elle se montrait solidaire. Il n'y a même pas 2 jours, son interview. Elle se montrait solidaire du président Laurent Gbagbo. Elle se montrait solidaire de la gestion du président Laurent Gbagbo. Et on était encore en 2011. C'est là que la maison du président Laurent Gbagbo a été bombardée. Donc, dans un sujet pareil, qu'un sympathisant parle avec ses émotions, je comprends. Si c'était un cadre, j'allais tomber de nuit et j'allais allumer. Mais je me réserve de le faire parce que je ne pense pas que Simone Gbagbo, politiquement, au-delà de toute émotion, vienne s'asseoir et nous dise que la rébellion a été organisée, ou même si c'est pas organisé, profitait à Laurent Gbagbo sans que ça ne lui profite à elle. Parce qu'elle n'était pas une simple femme qui est femme de président. Elle était une femme politique. Et d'ailleurs, elle le demande bien, elle est politique.
Elle était politique et députée FPI. Elle a fondé ce parti-là avec des camarades comme Laurent Gbagbo. Donc, l'accession au pouvoir d'État, là, c'est une affaire commune. C'est un seul individu qui est président. C'est un seul individu, malheureusement, qui a une signature. Mais c'est une équipe qui vient au pouvoir. Un parti politique, là, c'est pas un seul individu. Le MGC, aujourd'hui, le responsable, le président, c'est Simone Hervé Gbagbo. Mais il y a des partenaires du MGC, de membres du MGC. Donc, ceux-là, demain, quand ils viennent au pouvoir, mais c'est une équipe qui a fait monter quelqu'un, qui, lui, devient président de tout un pays, donc de tous les Ivoiriens. Mais par ricochet, pour l'heure, est président d'un parti et d'un mouvement. D'ailleurs, avec Ouattara, on a connu que le président de la République peut être en même temps président des partis politiques. Donc, il est président de la Côte d'Ivoire, mais il est en même temps président du RDR. Je ne dis du RHDP, si vous voulez. Je ne parle pas de sa nomination dernière. Je dis pendant sa présidence, sa mandature, c'est comme ça que c'était. Donc, on ne peut pas dissocier. Exprime ton avis en commentaire.